On parle avec Christian Clot, je vous l'annonçais tout à l'heure, chercheur, écrivain, explorateur, de notre adaptabilité aux conditions extrêmes. Et je vous demande d'accueillir très chaleureusement Christian Clot, s'il vous plaît. C'est à vous. Bonjour, ça va? Alors c'est vrai que adaptabilité, adaptation de l'humain, ça veut dire quoi? Peut-être pas grand-chose. Moi, mon kiff, moi je suis explorateur à la base. Donc mon travail, c'est d'aller dans des endroits super. Par exemple, le désert du Dasht-e-Lut en Iran. Alors vous imaginez Mars, vous mettez ça sur Terre, c'est à peu près les mêmes paysages, vous mettez 60 degrés à l'ombre, ça fait 80 degrés au soleil, puis vous marchez pendant 30 jours tout seul là-dedans. Vous faites la même chose après dans la forêt tropicale ou en Sibérie à moins 60 degrés. C'est un peu le genre de territoire où moi je vais travailler parce que l'idée qu'on a eue, c'est de se questionner sur comment le cerveau humain s'adaptait aux situations nouvelles, aux situations extrêmes, aux situations qui changeaient. On a constaté que là où il y avait le plus de changements le plus rapidement possible, c'était dans les milieux extrêmes, là où tout peut se passer en quelques secondes. Je ne sais jamais ce qui va se passer dans la minute, dans la seconde qui suit parfois. La tempête qui se lève, l'ours polaire qui se lève, moins drôle, surtout que vous êtes à 10 mètres. Mais c'est sympa, un ours polaire, sauf que c'est le seul animal au monde qui attaque l'humain sans raison. Et là, vous faites quoi? La question, ce n'est pas tellement de savoir ce que vous faites qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre cerveau? Quels sont les schémas qui se mettent en place? Et est-ce que vous transformez votre cerveau pour qu'il se rende de plus en plus capable de résister, de vivre, de trouver des solutions face à ce genre de situation? Alors ça peut paraître bizarre de faire ça, parce que finalement, on vit dans des mondes assez sympas quand même. Quand on vient ici, on a des belles salles, il fait chaud, tout va bien. Mais enfin, on est quand même d'accord que le monde, il change. Qui pense que le monde ne change pas aujourd'hui? Et qui pense que c'est nouveau? Ben non, c'est pas nouveau, on est d'accord, le monde, il a toujours changé. Tiens, un jour, il y a des mecs, c'était la guilde des copistes qui étaient en grève parce qu'on avait inventé l'imprimerie. Et ils n'étaient pas contents du tout, Puis à la fin du mini-âge glaciaire, pareil, il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Enfin bref, le monde, il a tout le temps changé. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est trois choses. La première, c'est la conjugaison des changements. On a pratiquement en même temps un changement climatique et sociétal dans la gestion des déchets qui est énorme. De plus en plus, notre planète est soumise à une pression constante qui va forcément transformer fondamentalement certains territoires. Par exemple, l'Asie du Sud-Est, qui potentiellement va devenir invivable dans les 45 prochaines années en raison de l'augmentation de l'humidité. On a en même temps un changement technologique fondamental. Pour la première fois de l'histoire humaine, on va être confronté à une intelligence qu'on a nous-mêmes créée qui peut-être va nous remettre en question et va devoir nous obliger à fonctionner différemment. Et puis on a des changements sociétaux et politiques profonds. On était 1 milliard il y a quelques 100 ans en arrière, on est maintenant 7 milliards, ça ne va pas s'arrêter. On a des changements extraordinaires au niveau politique, gestion des relations entre les personnes, et forcément ces trois choses en même temps conjuguées nous impliquent des changements profonds. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, on vit en une année le nombre de changements qu'un humain vivait en une vie il y a ne serait-ce que 100 ans. Et ça veut dire quoi pour notre cerveau? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est préparé à ça? Eh bien, pas tellement, en fait. Parce que notre cerveau, à la base, il n'aime pas le changement. Il est assez bien comme il est content, et d'autant plus dans nos sociétés à nous, où on a quand même structuré l'éducation nationale et les éducations générales pour arriver à une ultra-spécialisation. On forge nos cerveaux au fur et à mesure du temps pour leur permettre de faire des choses très complexes, très précises, mais par contre, quand on leur demande de faire autre chose, ils n'aiment pas. Et ils n'aiment pas à tel point qu'on en arrive à des situations de dépendance par rapport à des médicaments, par rapport à des burn-out, par rapport à des dépressions, par rapport à des incapacités de comprendre ce que je suis en train de vivre dans mon système à moi, dans ma société à moi, dans le monde qui m'entoure à moi. Et quelles sont mes solutions aujourd'hui pour que j'arrive à faire que ce cerveau qui est le mien, et qui forcément va devoir fonctionner encore, parce que sinon c'est dommage, puisse encore le faire. D'autant plus qu'on entend quand même beaucoup de choses. Quand on lit la presse, quand on regarde Facebook, dont on parlait tout à l'heure, qu'on aime bien tous ici, Facebook, je suis sûr. Quand on voit la manière dont les informations sont distribuées, on se dit quand même que, franchement, il n'y a pas beaucoup d'espoir, Le pessimisme est en train d'envahir nos systèmes cognitifs.
Il n'y a qu'un seul problème, c'est que le pessimisme, il n'a jamais rien résolu. Vous pouvez être pessimiste, hein, c'est votre droit. Je ne juge pas, mais je le suis aussi à ma manière, dans une certaine mesure. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on crée avec le pessimisme? Les espèces, elles ne créent pas grand-chose avec le pessimisme. La seule solution, c'est peut-être d'envisager l'optimisme. Alors bon, le monde des bisounours, tout ça, tout va bien, tout est toujours beau, tout est toujours joli. C'est pas sûr que ça marche beaucoup mieux, mais c'est déjà en tout cas plus constructif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va devoir aller sur deux choses. La première, c'est le réalisme. Et la deuxième chose, c'est la construction, le forgeage. On va devoir forger nos cerveaux différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour ça, il y a quelques solutions. Par exemple, vous êtes dans un désert en Iran, à plus 60 degrés. Plus 60 degrés, il faut imaginer ce que c'est. Hein. Ça veut dire qu'à l'ombre, quand vous sortez, il fait 80 degrés. L'eau, elle bout à 100 degrés. Votre sang, c'est de l'eau. Donc vous avez toutes vos cellules, tout votre système qui sont en train de se modifier. C'est terrifiant à vivre au niveau corporel. Vous êtes dans un état où vous ne comprenez pas du tout ce qui vous arrive. C'est impossible pour le cerveau de gérer et de comprendre, de sentir l'ensemble des éléments qui sont en train d'arriver à votre corps. C'est un peu ce qu'on vit quand on est dans une situation nouvelle et qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas bien, on est en lutte, on est en train de travailler. Puis finalement, ce qu'on constate, c'est que la première réflexe du cerveau, c'est de lutter, de se battre, de chercher une solution, d'aller, et on le voit d'ailleurs, hein, quand il y a un changement dans la société, on a tendance à voir ces systèmes qui se mettent en œuvre pour plutôt aller contre qu'essayer plutôt de, à un moment donné, fonctionner sur ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation de la situation exacte pour ce qu'elle est. L'acceptation, ce n'est pas j'abandonne, je lâche prise, je me résigne ou quoi que ce soit. Hein. Cette capacité qu'on a en termes fonctionnels humains de projeter une notion simple, je prends les choses pour ce qu'elles sont. Pas pour ce que j'aimerais qu'elles soient, pas pour ce que je voudrais qu'elles soient, mais pour ce qu'elles sont. À partir de là, je peux commencer à faire deux choses. Éliminer tout ce sur quoi je n'ai pas de levier, parce que franchement, lutter contre le soleil à 60 degrés, ça ne me sert pas à grand-chose, et travailler ce sur quoi j'ai du levier. Sur quoi je peux construire moi, en tant que personne, et non pas forcément en tant que groupe ou en tant que super intelligence, non, moi, à mon niveau, à mon échelle, pour commencer à construire une solution qui me concerne et que je peux mettre concrètement en œuvre à mon échelle. À partir de là, une fois que j'ai trouvé cette chose-là, ces éléments-là, je peux commencer à les mettre en œuvre et à agir petit à petit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on observe le cerveau au moment où il fait ça, bizarrement, il y a des connexions nouvelles qui commencent à se créer. Il y a des fonctions qui se relient. Il y a même des neurones qui se développent. Et on commence petit à petit à restructurer des zones dans son cerveau. Mais ça ne suffit pas encore complètement parce que finalement, là, on n'a fait que utiliser une capacité qu'on a déjà. Et ça, c'est le problème, c'est finalement, quand vous êtes face à une situation nouvelle, vous n'avez personne pour vous aider, il n'y a pas de soutien autour de vous, qu'avez-vous concrètement pour vous en sortir? Imaginez, là, je vous parachute au milieu de nulle part, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de soutien, il n'y a pas Internet, vous n'avez plus d'amis, rien, et vous devez vous en sortir. Vous avez quoi en ressources? Ce que vous avez en ressources, au-delà de cette capacité d'accepter la situation, c'est votre imaginaire. Cette capacité de se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais pensé, qu'on n'a jamais vu, mais qui nous permettent de penser à quelque chose dans le futur et de s'y accrocher. Puis l'imaginaire, ça permet d'autres choses. Ça permet de développer des zones dans son cerveau qui font qu'au moment où vous allez vous retrouver dans une situation complètement nouvelle, votre cerveau il va faire un truc tout simple. Il va aller chercher partout en lui-même des solutions à quelque chose. Il ne va pas la trouver. Donc comme il ne trouvera pas la réponse immédiate à un problème, il va aller commencer à tirer des fils dans différents endroits pour reconstruire petit à petit une nouvelle capacité. Ce qui fait qu'en gros, plus vous avez d'éléments dans votre cerveau, plus vous avez de capacités dans votre cerveau, plutôt que d'avoir une seule grosse connaissance bien structurée, que vous êtes le seul à savoir peut-être, mais qui est unique et qui ne correspond qu'à une seule situation, si vous avez plein de connaissances, plein de choses, vous allez pouvoir tirer ces fils et face à une situation nouvelle, vous allez pouvoir recommencer à construire quelque chose. Et donc, non seulement un imaginaire pour vous projeter dans le futur, mais aussi quelque chose de très concret qui vous permettra d'agir sur le moment.
Alors après, la question se pose, ok, d'accord, mais comment je crée l'ensemble de ces connaissances nécessaires pour arriver à les reconstruire? Et c'est là qu'on peut se questionner sur qu'est-ce qui nous permet de croire en quelque chose? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir envie, de construire vraiment notre avenir, plutôt que de le regarder en se disant « c'est foutu ». C'est ce qu'on aime. Profondément, intensément. Et cette capacité de nous émerveiller, de trouver, quelle que soit la situation, une chose, aussi ténue soit-elle, à aimer, à s'accrocher. C'est assez simple. La question à se poser, c'est pourquoi j'ai envie de me battre? Pour ce que j'ai aimé dans le passé, qui était bien, ou pour ce que je peux croire dans le futur? Et finalement, quand on commence à raisonner comme ça, on constate qu'il y a toujours quelque chose qui nous accroche. Un jour, j'étais en kayak, dans les canaux de Patagonie, c'est un endroit assez venteux, c'est très complexe, ça change beaucoup, l'eau est à 2 degrés, et je me suis fait jeter par une rafale de vent de 200 km/h dans l'eau, c'était une tempête terrifiante, je suis tombé dans l'eau à 2 degrés. Une eau à 2 degrés, il faut imaginer ce que c'est pour le corps, hein, c'est pas du tout fait pour, quoi. Vous avez tous vos muscles qui commencent à se tétaniser. On dit qu'on a 5 minutes de survie. Ça, c'est des chiffres qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Mais enfin, en tout cas, c'est difficile. Vous commencez à nager pour rattraper votre kayak. Puis vous n'y arrivez pas. Parce que le kayak lui-même est en train de se faire embarquer par les courants. Et vous nagez. Puis petit à petit, vous n'arrivez plus à nager. Petit à petit, vous vous épuisez. Vous avez tellement mal aux articulations que votre cerveau, la seule chose qu'il vous dit, c'est « arrête ». Et il le dit tellement fort à un moment donné que vous arrêtez. Dans de l'eau, comme ça, c'est embêtant d'arrêter de nager. Et au moment où j'entends cette idée-là, arrête, la tempête qui continue dégage complètement le fond du fjord où j'étais, dégage les nuages, et il y a un rayon de soleil qui traverse avec une sorte de brouillard, de brume qui se crée, et ça crée un effet lumineux hallucinant qui, comme 2 gouttes d'eau, ressemble à un tableau, celui de la tempête de Turner. Vous avez déjà vu ce tableau? Et sinon, allez tout de suite sur Internet. Non, pas maintenant, non. Quand vous sortez, après, vous allez sur Internet, vous tapez « La tempête de Turner », c'est un des plus beaux tableaux du monde. Je vois cette image. Je vois où j'ai vu cette image. C'était au Met, à New York. Je vois avec qui j'étais quand j'ai vu cette image. Une personne qui m'est extrêmement chère. Et que je ne me souviens pas d'elle, de ce qu'elle était à ce moment-là, mais que j'ai envie de la revoir. De pouvoir retourner au Met, à New York, pour voir la tempête de Turner. Et je me remets à nager. Et je suis là pour vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir nager qui m'a sauvé la vie. Ce n'est pas d'être un surhomme, ce que je ne suis pas. C'est d'avoir un jour été au Met, à New York, et d'avoir vu un tableau qui m'a tellement émerveillé qu'au moment le plus difficile de ma vie, il est revenu dans ma tête. C'est ça, l'adaptation du cerveau aujourd'hui. Ce n'est pas d'être un génie, ce n'est pas d'être un ultra spécialiste, c'est de considérer l'ensemble des éléments qu'on peut créer à l'intérieur, trouver, pour qu'au final, face à n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit, positive ou négative, difficile ou joyeuse, on soit capable d'aller reconstruire en nous des capacités. Si moi je le fais, c'est pas mal, parce que ça me permet de m'en sortir. Si tout le monde commence à le faire, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est que peut-être que le pessimisme ambiant pourra petit à petit reculer au profit d'une envie de faire et d'agir et de croire en demain, ce qui est nécessaire si on va avoir un espoir de s'en sortir, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés. Si on n'a pas cette envie profonde en nous de nous en sortir, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Donc ayons cet espoir. Et puis comme les cerveaux, en tout cas les cerveaux humains, mais c'est vrai aussi pour tous les mammifères en tout cas, on n'a pas de preuves pour les autres, mais ça va venir, sont des systèmes qui fonctionnent collectivement, qui se parlent entre eux au-delà de la conversation qu'on peut avoir, mais qui fonctionnent ensemble. Et bien, si vous commencez à créer un espace d'optimisme de chacun d'entre eux, c'est plus seulement vous ou quelques personnes autour de vous, c'est toute une société qui commencera à raisonner non plus dans ce qu'on est en train de perdre, mais ce qu'on pourra gagner pour créer demain.
Essayez juste de vous émerveiller, d'être imaginatif. Et alors vous verrez, demain, que ce soit ici, sur Terre ou dans l'espace, ailleurs, sous-marin, je ne sais pas où, quoi qu'il en soit, il sera possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Christian Clot.